France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. 7h14, la question du jour, le placement en détention provisoire d'un policier suspecté de violence envers un homme de 21 ans lors des émeutes au début du mois de juillet a provoqué un mouvement de contestation dans les rangs de la police. Partant de Marseille, celui-ci continue de s'étendre dans le reste du pays, rencontrant des soutiens jusqu'à Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale. Or, les policiers n'ont pas le droit de grève, tenus à un régime particulier. Alors, quel mode de contestation ont-ils utilisé par le passé? La mobilisation prend-elle une tournure particulière aujourd'hui? Pour en parler, je reçois ce matin Jacques de Maillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, directeur du CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous êtes également professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et vous venez de faire paraître Police et société en France aux presses de Sciences Po. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine du mouvement de mobilisation de la police qu'on connaît aujourd'hui et surtout son ampleur concrète dans l'ensemble du pays? Alors son ampleur concrète est difficile à mesurer parce que la police nationale communique très peu sur le nombre de fonctionnaires qui se mettent dans des soit congés maladie, soit ce qui s'appelle le code 562, qui est une sorte d'attente-pause où les policiers ne font plus de travail d'intervention, de travail proactif, d'initiative. Ce que l'on constate, c'est que ça touche visiblement un certain nombre de commissariats du sud de la France. Et que par tous ces réseaux sociaux, boucles WhatsApp, ça touche également, sans que ça se traduise nécessairement aujourd'hui encore par un mouvement d'ampleur, des commissariats dans d'autres régions que le simple sud-est. Comment ça se manifeste concrètement? C'est-à-dire comment les policiers manifestent leur désapprobation aujourd'hui? Alors, vous le disiez en commençant, les policiers, comme les gendarmes, comme les militaires, comme les magistrats judiciaires, comme l'administration pénitentiaire, font partie de ces fonctionnaires qui ont un statut spécial et du fait de l'exercice de leur mission, ne peuvent pas se mettre en grève. Bon, c'est le cas des policiers dans l'ensemble des polices occidentales. En contrepartie, ils ont un certain nombre d'indemnités, indemnités de suggestions spéciales qui est en quelque sorte la contrepartie de cette interdiction du droit de grève. Donc du coup, quand les policiers veulent mobiliser manifester leur mécontentement, leurs revendications, ils peuvent le faire de plein de façons, la manifestation bien évidemment, ou des manières détournées qui sont plus ou moins spectaculaires. Parfois, en 2016, il y a eu un mouvement important des policiers en colère où ils avaient manifesté pendant leurs heures de travail, certains d'entre eux cagoulés. Là, ce qu'ils ont décidé de faire pour l'instant, c'est des congés maladie déposés en arguant de l'épuisement, ou ce code 562 qui est en fait une façon d'être au bureau en ne répondant qu'aux appels en urgence, c'est-à-dire notamment le 17. Le minimum donc du service public, pour bien comprendre pourquoi est-ce que les policiers, ni les CRS, ni ces autres professions que vous venez de citer, Jacques de Maillard, pourquoi n'ont-elles pas le droit de grève? Disons que vous avez vous pouvez imaginer que si jamais l'administration pénitentiaire se mettait en grève, ça poserait un certain nombre de problèmes dans le fonctionnement des prisons. Il y a pour ces professions-là, si jamais des magistrats judiciaires se mettaient également en arrêt, ça poserait toute une série de problèmes dans le fonctionnement, dans les rouages de services régaliens sur lesquels on a une continuité du service public. Donc, on a eu quelques grèves en France au début des années 20, au début du XXe siècle, aux États-Unis, à Boston, en Angleterre également, dans le cadre d'un contexte extrêmement tendu, de la peur rouge, où des policiers s'étaient mis en grève. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est proscrit. Donc, vous avez toute une série de moyens qui sont moins brutaux, mais qui permettent aux policiers d'exprimer leur mécontentement sans que ça prenne la forme d'une grève. Vous avez commencé à le dire également, Jacques de Maillard, les policiers ont le droit de manifester. Sous quelles conditions? Bon, là, ils sont dans le registre, je dirais très ordinaire des autres citoyens. Là, ce qui fait la spécificité de cette mobilisation, c'est qu'ils le font dans le cadre
de leur travail. Et donc, ils suspendent en quelque sorte, pour un certain nombre d'entre eux, leurs activités ordinaires. Vous avez établi une comparaison, en tout cas un lien entre la mobilisation que l'on connaît, que l'on traverse aujourd'hui, avec la situation de 2016. On se souvient notamment de l'apex de cette situation lors de la manifestation au Trocadéro, la mobilisation au Trocadéro en 2016. Est-ce que les deux situations sont comparables ? À beaucoup d'égards, elles le sont. Le point de départ n'est pas du tout le même. Le point de départ de 2016, c'est des policiers qui sont attaqués dans un véhicule à Viry-Châtillon et leur véhicule prend feu et ils vont être grièvement blessés. Tandis que là, le point de départ, c'est le contraire. C'est en quelque sorte un policier qui est mis en accusation, mis en examen pour violence volontaire aggravée et qui se retrouve en détention provisoire. Donc vous voyez, le point de départ n'est pas le même, mais dans les deux cas, ce sont des mobilisations sur fond d'épuisement moral, de sentiment de non-reconnaissance, de difficulté à donner du sens à leur mission au quotidien et qui débordent par le bas les syndicats qui suivent. Dans le cas présent, la hiérarchie policière a rapidement soutenu la mobilisation. Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, a notamment déclaré, je cite, de façon générale, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Fin de citation. Est-ce que cette citation, cette analyse, cette réaction même du directeur général de la police nationale vous paraît légitime et comment vous la comprenez du point de vue de la mobilisation ? Alors comment on la comprend ? C'est un sociologue de la police important avait dit que le fonctionnement de l'institution policière, c'est une hiérarchie renversée. C'est-à-dire que les initiatives viennent du bas et ce que fait la hiérarchie, c'est de confirmer, d'accompagner ces initiatives qui viennent du bas. Quel type d'initiative, pardonnez-moi ? Là, on le voit très bien avec une illustration qui est assez frappante, c'est que vous avez ces mobilisations qui viennent du bas, et en fait, ce que fait la hiérarchie, ce que font les syndicats, ce que fait le directeur général de la police nationale, c'est qu'il accompagne. Donc en fait, il est dans une posture de chef qui en fait suit ses troupes. En revanche, ça pose des questions très importantes. C'est que le directeur général de la police nationale rentre dans une position antagonique avec les autorités judiciaires, sans connaître le détail d'une décision individuelle. Il prend une position sur ce qui aurait dû être fait, donc en méconnaissant en quelque sorte un principe fondamental d'un État de droit, qui est la séparation des pouvoirs. Après, il y a une deuxième question plus générale, qui est la question de est-ce que les policiers doivent avoir un régime spécifique, et qui est quelque chose dont les syndicats policiers, que les syndicats policiers réclament depuis un certain nombre d'années. Sur quel fondement ? Sur le fondement qu'ils exercent des missions particulièrement exposées, dangereuses, et qu'à ce titre-là, les risques encourus justifieraient un traitement particulier. Ça avait été refusé en 2017 sur le fondement suivant par un rapport par une magistrate, Hélène Cazot-Charles, en disant que ça va à l'encontre de l'évolution du droit pénal, qui est celui de l'assujettissement de l'ensemble des citoyens à une même norme pénale. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même une évolution qui va complètement à l'encontre de ce à quoi on a assisté juste là. En quelques mots, je voudrais revenir, Jacques Demaillard, sur votre premier point. Les initiatives viennent du bas, la hiérarchie est inversée dans le sens policier. Comment est-ce que la notion même d'autorité peut-elle perdurer dans ce cadre-là ? C'est vrai que ça pose une question, je dirais, un peu double. La première, c'est que vous êtes dans une situation où les policiers de base, ceux qui font ces missions de police-secours, d'intervention, ont globalement une grande fatigue pour beaucoup d'entre eux, l'impression d'exercer des missions difficiles et de ne pas être suffisamment soutenus par leur hiérarchie. Donc on a une sorte de déficit de légitimité de la hiérarchie qui fait que ils essaient de le compenser par ailleurs. Ce qui pose quand même un vrai problème dans le fonctionnement d'une institution hiérarchique. Même si vous avez une logique verticale qui est au principe du fonctionnement des institutions policières, quand vous avez des déclarations du principal responsable policier qui consiste à dire je suis à l'écoute de ma base,
jusqu'à remettre en cause une décision judiciaire, là vous êtes dans un problème d'exercice de la responsabilité hiérarchique. Merci beaucoup Jacques de Maillard. Je rappelle que vous êtes politiste, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et vous avez fait paraître il y a peu Police et société en France. C'est paru aux presses de Sciences Po. Vous écoutez France Culture, il est 7h25.